Attends, de là, on ne voit pas. On approche-toi un peu. Ouais, c'est bon. Mais est-ce qu'on parle comme ça, genre à la caméra? Moi, c'est mieux qu'on parle à la caméra. Ouais, tu peux varier, tu peux me regarder un peu. Moi, il faut que j'arrête de juste regarder. Faut vraiment... C'est pas le fun quand... Faut varier, en fait. Ok, on regarde les deux, genre? Ouais. Ok. Quelles ont été les motivations... Je peux parler. Quelles ont été les motivations qui t'ont mené à choisir ce métier? C'est une très bonne question, Kim. Premièrement, c'est que ça a été plus un processus évolutif qu'une décision. Mettons, quand j'étais ado, je ne savais pas vraiment quoi faire quand j'étais au secondaire. J'avais comme zéro idée dans ma tête qu'est-ce que je ferais dans la vie. Mais mes parents avaient un commerce, donc je savais que je pouvais, à la limite, travailler dans le commerce, c'est un magasin de musique. Puis c'est quand même ça que j'ai fait, mais progressivement, lorsque dans ma vie, à l'âge de 17 ans, je me suis intéressé à la spiritualité et à Dieu. Puis mon intérêt pour Dieu m'a emmené à avoir une attitude différente envers les gens que je voyais. J'avais plus un souci qu'ils soient plus heureux dans leur vie. Je me suis mis à écouter puis dans le but d'aider les gens qui souffraient, qui n'étaient pas bien. Puis, donc, je suis tombé dans cet intérêt-là un peu naturellement, sans nécessairement choisir de le faire. Plus tard, juste à l'âge de 30 ans, là, je t'apprends, j'avais à peu près 20 ans. À l'âge de 30 ans, je suis allé compléter des études à Toronto, en théologie, puis en relations d'aide. Puis, mais déjà, ça faisait quelques années que j'aidais les individus qui souffraient. Donc, c'était vraiment ma motivation d'aider ceux qui souffrent, en réalité. Quels sont tes meilleurs conseils pour une bonne santé mentale? C'est une très belle question. Mes meilleurs conseils, c'est de faire les choses vraiment, premièrement, qui sont reliées à notre corps avant d'être reliées à nos pensées, à nos émotions. Ça veut dire dormir suffisamment, c'est vraiment important. De s'alimenter adéquatement, de manger un peu de tout, d'avoir un menu varié, ça fait une différence, de boire assez d'eau, de respecter notre corps dans ses besoins, d'apprendre d'être à l'écoute de notre corps. Quand j'ai faim, ben je mange. Quand j'ai plus faim, j'arrête de manger. Quand je suis fatigué, je vais me coucher. Je continue pas à regarder un film tard parce que je veux voir la fin. Je me discipline d'aller me coucher. Les petites habitudes de vie, de respect de notre corps font une grande différence à moyen et à long terme. De faire de l'exercice régulièrement, ça fait une grosse différence, c'est prouvé dans la santé mentale. Ça fait une différence d'éviter évidemment tout ce qui n'est pas bon pour mon corps, pas trop de sucre, pas de drogue illégalement, l'alcool vraiment modéré. Donc ça fait une différence. On le voit, les personnes qui ont des abus, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans l'alcool, dans les drogues, c'est sûr que ça finit par les rattraper. C'est simple logique. Donc ça, c'est la dimension plus comment prendre soin de ma santé mentale, c'est de prendre soin premièrement de mon corps avec les éléments que j'ai mentionnés. Au niveau mental, eh bien, selon nos structures de tempérament, il y a des gens qui sont plus vulnérables au niveau d'avoir des pensées négatives. Ceux qui se sentent facilement coupables ou qui ont peur de plein de choses ou qui sont souvent tristes, c'est souvent des tempéraments plus émotionnels. C'est important, c'est pas parce que j'ai une pensée négative qui survient dans ma tête, dans mes pensées, que je suis obligé de la garder, cette pensée-là, et de l'écrire et de la transformer par une pensée positive, ça fait une différence. Donne-moi un exemple, mettons, d'une pensée négative que des fois tu peux avoir, toi, d'une peur ou d'une chose que tu penses qui te rend triste ou que tu as peur ou qui te fait sentir coupable. Donne-moi donc un exemple, mettons. Est-ce que tu en as un exemple? Sinon, c'est pas grave, je vais en donner un. Mettons, si tu avais un travail à faire avec une entrevue puis que tu as peur que ça soit pas bon, mettons, est-ce que ça pourrait être une pensée qui t'habite, ça, que tu aurais? Ouais. Bon. Si tu as une peur comme ça, la pensée survient. Tout d'un coup, comme mon vidéo n'est pas bon, comme mon projet il fonctionne pas. Bien, ça serait d'écrire cette pensée-là, puis de dire, j'accepte le pire, parce que si j'accepte le pire, ben, ça enlève le stress. J'accepte le pire, c'est que mon projet ne fonctionnera pas, il ne sera pas bon, mais je choisis de croire le meilleur, que ça va être correct.
Si je dis pas j'accepte le pire, ben tu vas avoir peur du pire puis ça va te paralyser le pire. Tu comprends? Mais si tu dis je l'accepte le pire, ça l'annule la peur à force de le dire. Des fois, pour certaines personnes, il faut qu'ils le disent plus, d'autres moins. Mais à un moment donné, c'est que c'est pas parce que j'ai une pensée négative que je suis obligé de rester, comme on dit en québécois, pogné avec. Je peux la changer, cette pensée-là, et la remplacer par une pensée positive. Est-ce que ça répond quand même à ta question, Mademoiselle Ouais. Kim? OK, on continue. Est-ce que tu as une autre question pour moi? D'après toi, qu'est-ce qui définit un psychologue compétent? Bien, c'est que premièrement, je dirais, une des qualités essentielles, c'est d'aimer vraiment les gens. Que ce ne soit pas une corvée, un fardeau, écouter, qu'il soit empathique. Ça veut dire, l'empathie, c'est non seulement ressentir, je dirais, de la compassion, de ne pas se foutre des autres, mais de vraiment être préoccupé, d'être triste que la personne la souffre, avoir un désir sincère, authentique d'aider la personne. Si les personnes deviennent un numéro pour toi et tu t'en fous de leur souffrance, ben, tu ne peux pas vraiment être un bon thérapeute ou psychologue. Donc, d'avoir une empathie réelle, authentique, sincère, parce que les humains, ils sont. Moi-même, j'ai déjà consulté, et puis je me souviens que j'avais un psychologue que j'avais vu, il était là, puis je sentais qu'il n'en avait rien à foutre de m'écouter puis de mes problèmes. Il n'y avait pas de compassion. Ouais, Donc, ben, c'est sûr que quand le psychologue avec qui il t'écoute pas vraiment, ça te donne pas vraiment envie de te confier. exact. Puis c'est ça qui arrivait. Je ne l'ai pas vu longtemps. Je pense que je l'ai vu une fois ou deux. Je dis, gars, oublie ça. Ça ne m'intéresse pas d'aller le voir. Donc, l'empathie, je dirais même d'aimer authentiquement les gens. Ça, c'est ma plus grande force. J'aime vraiment les humains. Puis, je veux les aider. Maintenant, quand j'avais 30 ans, je suis devenu totalement épuisé parce qu'à l'inverse, j'aimais tellement les gens, je voulais tellement qu'ils arrêtent de souffrir que là, j'acceptais plus qu'ils souffrent. Fait que c'est comme si je prenais toutes les souffrances sur mes épaules. Puis à un moment donné, je suis devenu complètement épuisé émotionnellement. J'étais plus capable d'écouter une seule personne qui avait des problèmes. Je me souviens, j'étais tellement là, épuisé émotionnellement parce que ce n'est pas le travail qu'on fait qui nous épuise, c'est si on est stressé. Puis moi, ben, je voulais pas qu'ils souffrent. Donc, quand je les écoutais, des fois, je me sentais impuissant à enlever leur souffrance, fait que ça m'épuisait. Donc, j'ai compris à partir de là que oui, je peux aimer les gens, oui, je peux désirer qu'ils arrêtent de souffrir, mais mon travail, c'est de leur donner les outils, mais je ne suis pas responsable qu'ils arrêtent de souffrir. Ça leur appartient, eux, de prendre en main leur vie et d'appliquer les solutions que j'apporte. Tu comprends la différence? Entre aimer, mais pas. Autrement dit, il faut que j'accepte qu'ils puissent souffrir, puis qu'ils continuent à souffrir s'ils ne prennent pas les solutions. Je ne suis pas responsable d'enlever la souffrance, mais de leur donner les outils pour qu'eux autres prennent en charge leur souffrance et puissent la résoudre. Ok, je comprends. Quelles épreuves as-tu rencontrées en étant psychologue? Ben là, ça, ce que je viens de te raconter, ça a été quand même difficile parce que j'ai vraiment vécu un épuisement parce que j'avais plus d'énergie. Mais je te dirais, je peux te parler de certains cas qui ont été quand même douloureux ou très souffrants à écouter. D'ailleurs, ça fait quand même depuis 1986 que je travaille à aider les gens. Mais c'est en 2024 que j'ai eu probablement le cas le plus souffrant à écouter. C'est une mère de famille qui c'était un accident de bateau. Ça a passé d'ailleurs dans les nouvelles. L'été dernier, la mère avait deux jumeaux. Puis elle était assise sur le devant du bateau. Et le bateau, il a frappé une souche. Et la mère et ses deux jumeaux, deux petits garçons de 5 ans, ont été propulsés à l'extérieur du bateau. Et un des deux enfants, malheureusement, a passé dans l'hélice. Donc la mère, elle a ramassé, parce qu'il y avait quand même une ceinture de sauvetage, elle a sorti son enfant de l'eau, elle-même était dans l'eau, puis c'était des morceaux de son enfant. Donc ça, c'était un film d'horreur totalement, là.
Ça a été très difficile pour moi d'aider cette mère-là, parce que toute l'ampleur de sa souffrance, j'ai d'ailleurs aidé quelques membres de sa famille, le père, la mère évidemment. Puis pour un jumeau en plus qui reste, c'est très très difficile. Donc ça a été probablement le cas le plus difficile dans ma vie auquel j'ai été confronté. J'avais une autre question à te poser. Ouais. Comment as-tu fait pour surmonter ces épreuves? Bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quel que soit, par exemple, il y a des gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui voulaient plus vivre, qui veulent mourir. Euh, pour avoir une bonne santé mentale puis résoudre nos problèmes, c'est pas si compliqué. C'est vraiment, je le répète, nos pensées qui créent notre souffrance. Ce n'est pas la situation. Il y a des gens qui sont paraplégiques. Paraplégique, si vous ne savez pas, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, paraplégique? Non, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a juste la tête qui bouge. Les bras, les jambes ne fonctionnent plus. Ils peuvent juste bouger la tête. Paraplégique, ça veut dire que tous les membres sont plus mobiles du tout. Mais j'ai rencontré des gens paraplégiques qui étaient quand même en paix, qui étaient heureux. Pourquoi? Parce qu'ils acceptaient leurs conditions. Tu peux avoir quelqu'un qui a juste mal à une jambe, ou qui se fait couper un doigt, ou qui perd son emploi, ou qui perd sa blonde, ou son chum, puis c'est la panique, puis elle va avoir une vie épouvantable parce qu'elle n'accepte pas ce qu'elle vit. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils trouvent que la vie est trop souffrante, puis ils n'acceptent pas la souffrance dans leur vie. Fait que c'est sûr que c'est pas ce qu'on vit, c'est ce qu'on pense au sujet de ce qu'on vit. Si j'accepte dans ma vie les épreuves, j'accepte les souffrances, que ce soit que mes parents soient divorcés, ben si je l'accepte, ça va être beaucoup moins souffrant que si je ne l'accepte pas. C'est toujours une question d'accepter. Si j'ai de l'anxiété, ben la première chose à accepter, c'est que j'ai de l'anxiété. Si je suis stressé, bien, la première chose à accepter, c'est que je suis stressé. Si je fais des crises d'anxiété, que je panique, puis que j'étouffe, bien, c'est d'accepter que là, je me sens pas bien, puis de respirer tranquillement. Mais il n'y a aucune épreuve dans notre vie qui est trop difficile. Ça va la rendre épouvantable et pas tolérable si j'accepte pas les choses auxquelles je suis confronté. Est-ce que tu comprends la différence? Donc, ce qui devient difficile pour un être humain, c'est pas ce qu'il vit, c'est s'il n'accepte pas ce qu'il vit. Est-ce que tu comprends, Kim? Ouais, j'imagine. OK. Est-ce que tu as une autre question pour moi? As-tu déjà eu l'envie d'abandonner ton métier? Expliquez pourquoi. Ben, je te dirais qu'en 30 ans, j'ai fait mon burn-out, j'ai pas eu le choix d'arrêter pour un certain temps. Parce que j'étais vraiment épuisé, mais j'essaie de me souvenir, est-ce qu'à ce moment-là, j'avais décidé de ne plus faire ça? Non. J'ai dû arrêter pour un certain temps parce que j'étais vraiment comme épuisé, mais après ça, non, je pense pas que j'ai jamais remis en question. J'ai toujours aimé aider les gens, en changeant mon attitude, en acceptant mon problème, pourquoi j'ai fait vraiment un épuisement professionnel, c'est que j'acceptais pas que les gens souffrent. Donc, j'ai compris ma leçon. À partir de là, j'ai dit, je vais continuer à aider les gens, mais je vais accepter que les gens souffrent. C'est un peu comme un chirurgien qui voudrait opérer des gens, mais qui a peur du sang, puis qui n'accepte pas que les gens saignent. Ben, c'est parce que... Ce qui est fascinant, c'est qu'on peut vraiment changer nos pensées. Maintenant, en neuropsychologie, on découvre que, mettons, quelqu'un qui fait bien l'anxiété, eh bien, oui, ça peut être son système biochimique, mais s'il modifie ses pensées, s'il accepte de ne pas être bien, de ne pas se sentir bien, qu'il accepte le pire, qu'il va manquer son coup, exemple, ben, il va arrêter de vivre l'anxiété. Puis ça va même finir, à force de dire j'accepte la souffrance, ou j'accepte d'être stressé, ou j'accepte le pire, que mes parents se divorcent, ou que je meurs si j'ai une maladie, ben, peu importe, si on dit j'accepte le pire, ben, on peut prouver maintenant avec la neuroscience que la chimie du cerveau va se modifier, puis je vais arrêter d'avoir
d'anxiété. Parce que ce sont vraiment les pensées qui créent les émotions et non pas les situations. Ce sont nos pensées qui déclenchent la souffrance. Donc, je n'ai pas de contrôle dans nos vies, on n'a pas grand contrôle sur ce qui peut nous arriver, mais on a toujours le choix de modifier notre pensée. Donc ça, c'est encourageant. Mettons, s'il y en a en ce moment qui ont peur de couler leur année, ben, puis ça les fait paniquer, puis stresser, puis ça les déconcentre, puis ils sont plus capables de se concentrer tellement qu'ils sont stressés. Ils ont juste à dire, j'accepte le pire. Si je coule mon année, ben, j'accepte le pire, puis tout ce qui pourrait survenir relié à ce pire-là. Perdre mes amis, être jugé, être vu comme une personne pas intelligente. Ben, s'ils disent, j'accepte le pire, ils vont arrêter d'être stressés. C'est aussi simple que ça, en fait. Est-ce que tu comprends, Kim? Ouais. Je t'écoute. Est-ce que tu as une autre question? As-tu déjà fait face à des clients dont tu étais incapable d'aider? Oui, mais ça ne m'est pas arrivé souvent parce qu'en général, si quelqu'un vient voir un thérapeute, c'est qu'il veut avoir des solutions. Par le fait que j'aime la personne puis qu'il sent que j'ai de la compassion, de l'empathie, il capte vite que je suis capable de l'aider. Donc, c'est assez rare que ça m'est arrivé que j'ai pas été capable d'aider les gens. Mais ça peut arriver des fois dans des contextes où exemple, j'ai quand même aussi coaché beaucoup de couples. Des fois, tu as une femme qui veut que son mari vienne en thérapie, puis lui, il veut pas, il vient de reculons, comme on dit, ben là, tu peux pas vraiment aider quelqu'un qui est fermé. Tu peux pas remplir un récipient, une bouteille, s'il y a un bouchon dessus. Donc, des fois, tu peux aider la personne à essayer de l'aider à ce qu'elle soit plus réceptive, éliminer ses craintes, comprendre pourquoi elle n'est pas réceptive. Mais ultimement, on ne peut pas aider quelqu'un, comme on dit, qui n'est pas ouvert, qui ne veut pas s'aider. Donc, c'est ma réponse là-dessus. Quand quelqu'un est prêt, l'élément de confiance est essentiel. Quand quelqu'un est prêt de te faire confiance, bien, ça fait toute la différence. S'il est sceptique de nature, qui est plus analytique, bien, c'est un plus grand défi, mais en général, j'ai pas de cas, mettons, que je me souviens vraiment. Là, puis aussi, c'est que si, après une rencontre, des fois, ça clique pas. Fait que c'est plus difficile à retenir parce que quand ça clique pas, ben après une rencontre, la personne n'en revient plus. Fait que je l'ai oublié, mais j'ai quand même rencontré des centaines de personnes dans ma vie. Là. Donc, est-ce que ça répond à tes questions? Ouais, ben il y a une autre question que je voudrais te poser. Ok, vas-y. Ben, en lien avec ta réponse, est-ce que tu as déjà fait face à des clients que tu voulais aider et qui mettaient en place tes outils, mais que ça n'a quand même pas fonctionné pour les aider à se sentir mieux? Tu veux dire, mettons, qui ont suivi les instructions, les suggestions, les conseils, les stratégies, qui ont fait, mettons, moi je prescris beaucoup des exercices cognitifs, des phrases pour remplacer les phrases négatives. Que ça l'a pas aidé. Peut-être que c'est arrivé, mais ce serait l'exception. En général, les gens, parce que mon approche est quand même simple, s'ils font le devoir, s'ils disent les phrases, c'est impossible que ça ne marche pas. Parce que le cerveau est simple, je l'ai expliqué tantôt, ce ne sont pas les situations, c'est ce qu'on pense. Si on change nos pensées, bien, ça fonctionne. Donc, je te dirais, je n'ai pas de souvenir de personnes que ça n'a pas fonctionné. Oui, j'en ai un cas. Moi, je travaille aussi en entreprise. J'ai quelqu'un qui était très sensible, que là, ça me revient, à Saint-Jérôme, un homme dans une entreprise, mais encore là, c'est qu'il ne voulait pas faire, ça revient à la même chose, il ne voulait pas faire les exercices cognitifs. Il disait que ça ne marchait pas, dans le fond, mais il ne disait pas. Je comprends. Fait il ne voulait pas les dire. C'est tout le temps la même chose. Si quelqu'un ne les dit pas, ben ça ne marche pas. C'est ça. Il refusait de croire que des aides, ça fonctionnerait. Fait que je ne peux plus rien faire pour lui. S'il ne change pas ses pensées, ben c'est sûr qu'il va continuer à vivre l'anxiété. C'était un homme qui vivait beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur
de faire des erreurs, que son travail ne fonctionne pas bien. Donc, il avait juste à accepter le P, mais il ne voulait pas le dire. Donc, les gens que ça ne marche pas, ça revient à ça, c'est ceux qui ne veulent pas suivre le traitement. Toi, tu m'as dit des gens qui ont suivi, mettons, qui auraient fait les exercices. Non, j'en ai pas de cas. Parce que ça marche. Si tu changes ta pensée, c'est sûr que ça marche. Est-ce que c'est clair, Kim? Oui, merci pour cette interview. Ça m'a fait plaisir. Mademoiselle l'animatrice, merci.